Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Oh yeah, faiseur de 2 capis. Let's go! TESIA 2025, épreuve 1, exo 2, géométrie plane. On considère un triangle ABC rectangle en C tel que l'angle BAC, chapeau mesure pi sur 3. On dispose sur le côté AB d'un point D tel que la longueur AD est égale à 1. Et dans le projeté orthogonal E sur la droite AC, vérifie que la distance EC est égale à 1 et est sur le segment AC. Comme on est en géométrie, on n'hésite pas à faire une figure si c'est possible, car un schéma vaut parfois mieux qu'un long discours. On commence par tracer un triangle ABC rectangle en C, tel que l'angle BAC, chapeau mesure pi sur 3. Bien évidemment, à main levée, sans s'embêter à faire tout un cercle trigonométrique. En tentant de rajouter un maximum d'informations à notre figure, on peut déjà commencer par calculer le troisième angle de notre triangle, soit en disant que comme la somme des angles vaut pi, la somme des 3 angles vaut pi, on fait alors pi moins l'angle droit pi sur 2, qui va donner pi sur 2, moins le pi sur 3, pour trouver le dernier angle manquant, à savoir l'angle ABC chapeau, qui vaut alors pi sur 6. Et une fois qu'on est là, en observant notre figure, on reconnaît un demi-triangle équilatéral. En effet, si on fait le symétrique du point A par rapport à la droite BC, on obtient le point A', tel que ABA' est un triangle équilatéral. L'angle pi sur 6 est reproduit ici. On sait que pi sur 6 plus pi sur 6 fait 2 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Et par conséquent, le troisième angle est aussi pi sur 3. Les longueurs BA et BA' sont bien évidemment égales du fait de la symétrie. Donc on aurait pu le voir comme le fait qu'on a un triangle isocèle possédant un angle de mesure pi sur 3. Donc nous avons ici un triangle équilatéral. On peut donc penser à se rappeler de quelques formules sur le triangle équilatéral, à savoir que la hauteur BC est aussi une médiane, médiatrice, bisectrice, et donc par conséquent, AC vaut la moitié de AA'. AA' qui est égal à AB. Si on nomme petit a la longueur AB, la moitié devient alors A sur 2. Et dans un triangle équilatéral, la hauteur vaut A racine de 3 sur 2. Les calculs sont rappelés ici à l'aide du théorème de Pythagore. Bien évidemment, ici, ce triangle n'est pas un triangle inscrit dans un cercle trigonométrique. Ce cercle n'est pas du tout trigonométrique, c'est juste un cercle qui fait penser au cercle trigonométrique, de telle sorte que le rayon ne vale pas forcément 1. Dans notre cas, le rayon vaut la longueur AB que nous avons nommée petit a. Pour un peu plus de lisibilité, on a agrandi la figure, vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout que vous ne pouvez pas le faire si vous avez fait la figure sur votre feuille. Et maintenant, nous, on va placer notre point D qui vérifie les conditions suivantes. Son projeté orthogonal E sur AC est tel que la distance EC égale à 1 et lui-même, il se trouve à une distance 1 de A. On met alors à peu près notre point E quelque part par ici. Bien évidemment, comme on ne peut pas respecter la longueur, on suppose que ici, le CE, il vaut 1, ainsi que le AD qu'il vaut 1. Et on peut remarquer au passage que comme ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite AC, elles sont donc parallèles, et comme elles sont coupées par une même séquente, on obtient alors deux angles correspondants qui sont égaux. C'est-à-dire que cet angle vaut aussi pi sur 6. Sachant qu'il y en a déjà ici pi sur 3, on a donc un demi-triangle équilatéral qui, par symétrie par rapport à DE, nous permet de reconstruire le triangle équilatéral. Donc, une fois qu'on a notre figure, maintenant, on n'a plus qu'à s'attaquer aux questions. Pour la question M11, on nous dit la distance AE vaut. Donc, nous devons trouver cette distance AE. Lorsqu'on observe notre figure, on reconnaît une configuration de Thalès en triangle emboîté, à savoir les triangles ADE et ABC. Donc, pas besoin de rédiger puisque ce n'est pas demandé pour ce genre de questions. On passe directement au calcul. On écrit l'égalité des quotients pour Thalès. AE sur AC égale à AD sur AB égale à DE sur BC. On remplace alors ce que l'on peut remplacer. Bien évidemment, on utilise la notation A pour repérer facilement les longueurs qui sont les mêmes. Donc le A sur 2 nous fait bien le lien avec ce A, car on avait dit que AC, c'est la moitié de AB. Donc il est plus pratique d'utiliser A que d'utiliser AB. AE, nous le cherchons, donc on ne le remplace pas. AD, on nous a dit qu'il vaut 1. Et pareil, BC, on a expliqué que c'est la hauteur qui vaut A racine de 3 sur 2. DE non plus, on ne le connaît pas. Et maintenant, on sait qu'ici, c'est suffisant pour trouver AE.
Grâce à cette égalité, on peut dire que le A sur 2 passe de l'autre côté en multiplication, donc AE est égal à 1 sur A fois A sur 2. Et en simplifiant les A, il nous reste alors que AE est égal à 1 demi. Et comme une seule des réponses proposées est correcte, la bonne réponse est la réponse B. Il ne nous reste plus qu'à enrichir notre schéma de cette information. AE vaut 1 demi. Par conséquent, AC qui vaut AE plus EC nous fait 1 demi plus 1. Et 1 demi plus 1 nous fait 3 demi. Et comme AC est la moitié de AB, donc le double de 3 demi va nous donner alors que AB vaut 3. Et pour notre hauteur ici, comme on sait maintenant que cette longueur c'était le A, si le A vaut 3, alors la hauteur vaut 3 racine de 3 sur 2. Pour la question M12, on nous dit la distance DE vaut. Donc nous voulons calculer cette distance DE et nous l'avons même déjà vu apparaître dans un calcul. En effet, quand nous avons écrit l'égalité des quotients à l'aide du théorème de Thalès, on avait la longueur DE qui apparaissait. De plus, nous connaissons maintenant la valeur de A. Comme A vaut 3, en remplaçant tous les A par 3, on voit que cette égalité permet de trouver DE. On fait passer le dénominateur 3 sur 3 racines de 3 sur 2 de l'autre côté. Ça nous fait donc 1 tiers qui multiplie 3 racines de 3 sur 2 et nous donne DE. Après simplification, on obtient ainsi DE égale à racine de 3 sur 2. Bien évidemment, quand on regarde ici le triangle ADE qui est rectangle en E, on voit qu'on connaît AD et AE, on aurait pu utiliser le théorème de Pythagore pour trouver DE. Ce qui, après quelques calculs assez simples, nous aurait donné la même valeur de DE égale à racine de 3 sur 2. Et comme une seule de ces réponses est correcte, on voit que la bonne réponse est la réponse D. Pour la question M13, on nous dit la mesure de l'angle ABC est. Donc ici, on voit l'angle ABC et on a déjà expliqué que cet angle mesure pi sur 6 à l'aide des calculs qui sont rappelés ici. Étant donné que le triangle il est rectangle, cet angle mesure pi sur 3, les deux angles étant complémentaires, on fait alors pi sur 2 moins pi sur 3 pour obtenir pi sur 6, ou bien la somme des angles étant égale à pi, on fait pi moins pi sur 2 moins pi sur 3 pour obtenir pi sur 6. En tout cas, dans les deux cas, on obtient que ABC mesure pi sur 6. Et comme une seule des réponses est correcte, la bonne réponse est la réponse A. Pour la question M14, on nous dit la distance DB vaut. Donc on nous parle de cette distance DB. On sait que AB vaut 3 et que AD vaut 1. On voit donc rapidement que DB vaut alors 2. Donc la bonne réponse est la réponse B. Pour la question M15, on nous dit la distance BC vaut. Donc cette distance BC, nous avons déjà expliqué qu'elle valait 3 racines de 3 sur 2, car on sait que le côté AB il vaut 3, la hauteur étant A racine de 3 sur 2 avec A qui vaut 3. BC vaut donc 3 racines de 3 sur 2. On n'a plus qu'à regarder parmi les réponses proposées. Comme une seule est correcte, on voit que la bonne réponse est la réponse D. Pour la question M16, on nous dit la distance DC vaut. On nous parle de cette distance DC. On voit qu'elle est dans un triangle rectangle. Nous connaissons DE, nous l'avons déjà calculé, on a vu que c'est racine de 3 sur 2. Et EC, on sait qu'il vaut 1. On va donc pouvoir calculer DC qui est l'hypoténuse de notre triangle rectangle à l'aide du théorème de Pythagore. On a donc que DC au carré est égal à DE au carré plus EC au carré. On remplace DE par sa valeur racine de 3 sur 2, EC par 1. On calcule les carrés, on réduit au même dénominateur, on obtient donc que DC carré vaut 7 sur 4. Puis on utilise la racine carrée pour voir que DC vaut racine de 7 sur 2. Et comme une seule réponse est correcte, la bonne réponse est la réponse E. Pour la question M17, on nous dit la valeur de cosinus de DCE est. Donc on repère DCE, donc il s'agit de cet angle. On est dans un triangle rectangle et on connaît les trois côtés de ce triangle rectangle. On va donc pouvoir utiliser une formule simple du cosinus. Cosinus est égal à côté adjacent à notre angle, le côté EC, divisé par l'hypoténuse DC.
Et on sait que EC vaut 1 et que DC vaut racine de 7 sur 2. Et comme on nous dit 1 sur racine de 7 sur 2, ça veut dire l'inverse de racine de 7 sur 2. Sinon, vous n'avez qu'à dire que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Une fois qu'on a la racine de 7 au dénominateur, on peut l'enlever en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine de 7. Ce qui nous fait donc 2 racines de 7 sur 7. Ensuite, on regarde parmi les réponses proposées pour voir que la bonne réponse est la réponse A. Pour la question M18, on nous dit quelle valeur proposée est la plus proche de sinus de DCE chapeau. Donc DCE, c'est toujours notre même angle ici. Dans un triangle rectangle dont on connaît tous les côtés, on va donc pouvoir utiliser une formule très simple pour calculer le sinus. Sinus de DCE est égal à son côté opposé DE divisé par l'hypoténuse DC. Et on a déjà vu que DE c'est racine de 3 sur 2 et que DC c'est racine de 7 sur 2. Ensuite, à l'aide de calculs assez simples, on voit que ce sinus vaut alors racine de 3 sur 7. Sauf que nous, on nous demande une valeur qui ressemble plutôt aux valeurs proposées. Donc la question c'est comment on peut faire pour savoir quelle est la valeur la plus proche de racine de 3 sur 7. On peut commencer déjà par s'intéresser à 3 sur 7. À l'aide d'une division décimale, on peut voir que 3 sur 7 vaut à peu près 0,42. Et donc si on calcule sa racine carrée, on sait que pour les nombres compris entre 0 et 1, la racine carrée donne une valeur plus grande que le nombre lui-même, donc plus grande que 0,42. Ce qui fait déjà qu'on peut éliminer les valeurs qui sont plus petites que 0,42, la B et la E. Oui. Et maintenant, l'idée, c'est de se dire, lorsqu'on va calculer la racine carrée, à quel point devrait augmenter cette valeur 0,42. Comme on est pressé par le temps, étant donné que c'est un concours, intuitivement, on se dit que ça devrait suffisamment augmenter pour dépasser au moins 0,5, mais pas assez augmenter pour atteindre 0,9. Il semble clairement évident que la bonne réponse est la réponse D. Mais malheureusement, cette résolution pas du tout rigoureuse, qui fait gagner un temps fou lors du concours, n'est à utiliser que si vous êtes suffisamment confiant pour vous dire que c'est forcément la réponse D. Et justement, dans la question R1, on nous exige de donner une réponse beaucoup plus rigoureuse à cette question. Donc, une fois qu'on est là, on se demande comment va-t-on pouvoir dire de façon plus rigoureuse que la réponse D est la bonne réponse. Ce qui nous a posé un problème ici dans ce calcul, c'est la racine carrée que nous n'avons pas réussi à directement calculer. Mais nous avons une valeur approchée de 3 sur 7 qui vaut à peu près 0,42. Donc l'idée, ce serait de regarder des nombres qui encadrent notre valeur dont nous pouvons calculer les racines carrées. Par exemple, en encadrant nos 3 sur 7 entre 0,36 et 0,49 dont nous connaissons bien la racine carrée. La racine carrée étant strictement croissante sur 0 inclut plus l'infini, quand on passe à la racine carrée, les inégalités ne changent pas de sens. Et racine de 3 sur 7, c'est notre sinus de l'angle DCE chapeau. Racine de 0,36, ça nous fait 0,6. Et racine de 0,49 nous fait 0,7. On voit au passage que la racine carrée d'un nombre compris entre 0 et 1 va être plus grande que le nombre lui-même. Racine carrée de 0,36 donne 0,6 qui est plus grand que 0,36. Même chose pour racine carrée de 0,49 qui donne 0,7 qui est plus grand que 0,49. Mais nous ici, ce qu'on remarque, c'est que notre sinus, étant compris entre 0,6 et 0,7, il va être beaucoup plus proche de 0,7 que de 0,5, tout comme il va être beaucoup plus proche de 0,7 que de 0,9. Ce qui confirme bel et bien notre intuition. Donc quand vous avez des fortes intuitions comme ça, passez directement à la suite sans perdre un temps fou à vouloir justifier pourquoi c'est la bonne réponse. Sauf si bien évidemment on vous exige une rédaction plus rigoureuse. Car n'oubliez pas, il s'agit de donner un maximum de réponses correctes. Donc si on est sûr et certain que la réponse D est la bonne réponse, sans qu'on ne nous demande de justification, autant directement mettre que la réponse D est la bonne réponse. Dernière question, la M19, on nous dit quel intervalle contient la mesure de l'angle BDC chapeau? Donc il s'agit de cet angle BDC chapeau ici. Et donc quand on observe cet angle, il est très proche d'un angle droit, donc ça devrait tourner autour de pi sur 2. Mais si la figure est suffisamment correcte, vous avez l'impression que cet angle dépasse un peu le pi sur 2.
Et donc, par intuition, on n'a qu'à chercher à quel endroit on dépasse à peu près le pi sur 2. On voit que c'est clairement cet intervalle où on dépasse un tout petit peu pi sur 2 de peu. Donc, la bonne réponse est la réponse E. Bien évidemment, cette manière de raisonner n'étant pas du tout rigoureuse, mais pratique pour pouvoir avoir un maximum de réponses correctes, surtout quand on est suffisamment confiant, il reste toutefois intéressant de pouvoir justifier pourquoi la réponse E est la bonne réponse. Bien évidemment, pas le jour de l'examen. Après l'examen, vous pouvez chercher pourquoi E était bel et bien la bonne réponse. Puisqu'on ne nous demande pas ici de justifier pourquoi E est la bonne réponse, on va quand même nous-mêmes essayer de voir s'il y avait un moyen de comprendre pourquoi E était la bonne réponse. Déjà, on peut commencer par remarquer que l'angle BDC chapeau va donc être égal à l'angle plat pi, auquel nous retirons l'angle ADE qui vaut pi sur 6, ainsi que l'angle CDE chapeau, dont nous ne connaissons pas la mesure, mais dont nous avons pas mal d'informations étant donné qu'il est complémentaire avec l'angle DCE dont nous avons calculé le sinus et le cosinus. Donc, ici, on simplifie les calculs. Pi moins pi sur 6 donne 5 pi sur 6. Quant à l'angle CDE chapeau, on sait que son sinus va être égal au cosinus de DCE qui vaut à peu près 0,7 d'après ce qu'on a précédemment trouvé. En effet, ces deux angles étant complémentaires, le sinus de l'un vaut le cosinus de l'autre. Attention, c'était plutôt le sinus de DCE qui vaut 0,7 et donc le cosinus de CDE est égal au sinus de DCE car ces deux angles sont complémentaires. Ensuite, on essaye de trouver un encadrement de cet angle à l'aide du cercle trigonométrique. Comme le cosinus vaut 0,7, il est à peu près quelque part par ici. Déjà, il est plus grand que 0,5, qui correspond à pi sur 3. On sait placer le pi sur 6 ainsi que le pi sur 4. Et donc, nous, l'angle qu'on cherche, on se demande s'il est plus entre pi sur 3, pi sur 4 ou plus entre pi sur 4, pi sur 6. Mais on connaît la valeur de cosinus de pi sur 4 qui vaut racine de 2 sur 2 et racine de 2 c'est à peu près du 1,41 divisé par 2, ça nous fait du 0,705 qui est donc plus grand que notre 0,7. 0,7 étant donc compris entre 1 demi et racine de 2 sur 2, par conséquent notre angle CDE qui a pour cosinus 0,7 va donc être compris entre les deux angles pi sur 4 et pi sur 3. On utilise ensuite des techniques de manipulation des inégalités pour faire apparaître 5 pi sur 6 moins CDE chapeau, compris entre ces deux quantités. Ensuite, on effectue les calculs, on réduit au même dénominateur, fois 2 fois 2, ça fait 2 pi sur 6, 5 moins 2, ça nous donne alors 3 pi sur 6, en simplifiant par 3, ça nous donne pi sur 2. De ce côté, le dénominateur commun c'est 12, donc fois 3 fois 3, 3 pi sur 12, fois 2, 10 pi sur 12. Et 10 moins 3, ça nous fait 7 pi sur 12. Donc déjà ici, on a notre intuition de confirmer avec BDC qui dépasse bien le pi sur 2. Et à l'aide du schéma, l'angle est très proche de pi sur 2, ce qui nous reconforte dans notre réponse E. Sauf que pour la borne supérieure ici, le 7 pi sur 12, cela ne correspond pas à du 12 pi sur 3. Mais ce n'est pas grave, on peut comparer ces deux nombres en les réduisant tout simplement au même dénominateur. Le 2 pi sur 3 correspond à du 8 pi sur 12 en multipliant par 4 au numérateur et au dénominateur. 4 fois 2, 8, 3 fois 4, 12. Et le 8 pi sur 12 est bien plus grand que notre 7 pi sur 12, qui lui est plus grand que notre angle. Notre angle est par conséquent plus petit que 8 pi sur 12, c'est-à-dire plus petit que 2 pi sur 3. Comme il est plus petit que 2 pi sur 3 et plus grand que pi sur 2 d'après cette inégalité, notre angle est bien compris dans l'intervalle pi sur 2, 2 pi sur 3, ce qui confirme notre intuition. Bien évidemment, il vaut mieux éviter de faire de tels calculs le jour de l'épreuve et se fier à notre intuition qui nous a permis de directement trouver la bonne réponse. Ces calculs sont beaucoup trop longs à faire le jour de l'examen. Il vaut mieux passer à la question suivante que de faire de tels calculs, sachant qu'il y a tellement de questions que vous ne pourrez pas toutes les faire dans le temps imparti. Autant utiliser votre temps de manière très efficace. J'espère que vous avez compris. Mais oui, c'est clair. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.
Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.